Alors, critique de la croissance, mais aussi critique du produit intérieur brut. Dès les années 70, mais la parenthèse est aussi refermée en 73, et la critique va reprendre dans les années 90. C'est quoi les limites du produit intérieur brut? Normalement, on les apprend en terminale, en classe de terminale, quand on est en économie. Mais ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on les apprend, mais ça ne donne absolument rien. Il n'y a aucune conséquence sur les politiques concrètes mises en œuvre, puisqu'on continue à fétichiser le PIB et à ne raisonner que par rapport à lui. Alors, quelles sont les limites du PIB? Il compte d'abord pour zéro des activités qui sont absolument essentielles à la reproduction de la société. Les activités bénévoles dont vous êtes friands et que vous développez, le PIB, il en a strictement rien à faire. Les activités domestiques, c'est pareil, mais aussi familiales, politiques, citoyennes, de loisirs, tout ça, zéro. Il compte positivement tous les flux, pourvu qu'ils soient monétaires. Il n'est pas affecté par les inégalités de participation à la production ou d'accès à la consommation. Et surtout, c'est la comptabilité nationale, d'où est issu le PIB, elle n'est pas patrimoniale. Ça veut dire que vous n'allez jamais regarder l'évolution des patrimoines dont vous vous servez pour fabriquer la production. Vous n'allez pas regarder l'évolution de votre patrimoine naturel et vous n'allez pas regarder non plus comment la santé sociale de votre société est affectée. Donc, il nous donne une image hyper réduite de la réalité. Alors, moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions à la fin des années 90, d'abord dans un petit bouquin qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?» Ensuite, Patrick Vivray a écrit « Reconsidérer la richesse » et Jean Gadret et Florent Janicatrice, avec qui j'ai beaucoup travaillé après, ont écrit « Les nouveaux indicateurs de richesse ». Ils ont été faire un tour du monde des indicateurs qui existaient déjà à l'époque. Et notre idée, l'idée qu'on a, on a créé ensuite ensemble un groupe qui s'appelait le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, FAIR. Et nos idées, c'était qu'il fallait compléter le PIB par d'autres indicateurs, mettant en évidence les évolutions des patrimoines essentiels, ce que le PIB ne fait pas, et faire ces choix de nouveaux comptes avec les citoyens au terme de délibération sur ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, on était contre cette idée qu'une petite assemblée de savants allait inventer d'autres indicateurs. Allez, essayons d'avancer. Ça, c'était le petit bouquin, le Vivray, le Gadret. Alors, Gadret et Janicatrice, ils avaient repéré plusieurs types d'indicateurs et ils les avaient classés. Par exemple, il y avait des indicateurs composites de qualité de vie et de santé sociale. Il y avait bien sûr l'IDH, inventé dans les années 90, mais aussi l'indicateur de santé sociale d'Emiringhoff que ces deux personnes avaient inventé, et aussi le BIP 40. Alors, qu'est-ce que ça donne? Chaque fois, ces indicateurs, ils nous donnent des informations différentes du PIB. Vous voyez, toujours, on va avoir l'évolution du PIB par tête qui est normalement, sauf dans les époques de récession, qui croît. Et puis, quand on regarde l'indicateur construit autrement, donc là, en l'occurrence, l'indicateur de santé sociale, c'est pas du tout la même évolution. Et donc, je vous ai pas montré les composantes de l'indicateur, mais c'est quand même un petit peu pénible. Alors, sinon, ils avaient trouvé également des indicateurs synthétiques à forte composante environnementale. C'est par exemple le PIB vert et l'épargne véritable. Voilà, vous voyez, le PIB vert, comment on fait? On part de la consommation classique, et puis on fait des ajustements. On va faire des choses en moins et des choses en plus, et puis on va arriver à une nouvelle représentation, un nouvel indicateur qui nous donne, je ne peux pas y revenir, qui nous donne aussi la même présentation, c'est-à-dire le PIB qui monte, le reste qui baisse. Et puis des indicateurs environnementaux purement physiques, par exemple empreinte carbone ou empreinte écologique que vous connaissez bien. Voilà, ça vous le savez, hein, vous savez ce que c'est que l'empreinte écologique. Je voudrais passer rapidement. Hop, voilà. Vous connaissez tout ça. Juste pour vous dire que depuis les années 2000, on a eu une explosion d'élaboration de nouveaux indicateurs, notamment de la part des institutions internationales. L'OCDE, la Banque mondiale, le PNUE ont proposé des nouveaux indicateurs. Et ce qui est absolument clair, c'est qu'il y a une lutte sourde, alors qui n'intéresse personne, que personne ne regarde, mais une lutte sourde pour savoir qui va pouvoir sortir le nouvel indicateur qui remplacera le produit intérieur brut. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un indicateur, c'est une vision du monde. C'est à la fois une grille à travers laquelle on lit le monde, mais ça devient également aussi une espèce de guide pour l'action. Et donc, l'institution internationale qui va sortir ce guide pour l'action aura
aura les clés du camion. Je voulais vous montrer l'exemple de l'épargne nette ajustée. C'est un indicateur qui a été proposé par la Banque mondiale en 2006 et qui est très intéressant. La commission Sen-Stiglitz-Fitoussi, réunie en 2008, a failli l'adopter. Pourquoi? C'est un indicateur vraiment très ambivalent, hein. Vous faites la somme des investissements nets en capital économique, capital humain, capital naturel. Vous monétarisez tout, vous secouez et vous regardez ce qui sort. Deux problèmes avec cet indicateur. Premièrement, il monétarise tout. Et alors, bon, à la limite, monétariser le capital humain, je veux bien, mais donc vous prenez les années d'études fois le salaire et puis vous l'avez. Et monétariser le patrimoine naturel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que tout ça est fongible. Hein, puisque j'ai dit, vous secouez et vous regardez ce qui sort. Et philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est tellement intelligent qu'on peut se payer, grâce à notre génie et en augmentant le capital humain, on peut se payer la dégradation, voire la disparition du capital naturel. Ça veut dire que on est capable, nous les humains, de créer un monde artificiel qui va être susceptible de nous donner les mêmes doses de satisfaction, d'utilité, comme disent les économistes, que le patrimoine naturel, ce qui est quand même une énorme hypothèse un petit peu gênante. Donc on a évité... Voilà, c'est ce que je vous disais. Le nouveau indicateur, c'est un champ de bataille déterminant. Et il faut savoir qui va décider ça. Par exemple, bon, je vous ai dit, hein, c'est Nicolas Sarkozy qui, en janvier 2008, avait lancé l'idée d'une commission qui allait réfléchir sur les limites du PIB. Finalement, ça a accouché un peu d'une souris, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas proposé de nouvel indicateur, et Dieu merci, parce que ça aurait été l'épargne nette ajustée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un peu plus tard, en 2015, ça a dû complètement vous échapper, mais vous n'êtes pas les seuls, il y a eu une loi sur les nouveaux indicateurs de richesse votée à l'unanimité à l'Assemblée, à l'initiative de la députée écologiste Eva Sas. Alors, je vous passe tous les débats et toutes les discussions qu'il y a eu autour du choix de ces indicateurs. Ça, c'était un article qui disait, c'était intéressant hein, comme idée. L'idée, c'était, on va discuter, au moment où on discute de la loi de finances de l'État, on va discuter sur la base d'autres indicateurs que le PIB de l'évolution de la société. Alors, il y a eu la publication d'un tableau, voilà, vous voyez, il y a 10 indicateurs qui ont été proposés, mais finalement tout ça a accouché un peu d'une souris aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez, ces 10 indicateurs, ils sont vraiment très différents et on ne voit pas très bien comment on pourrait en faire une synthèse, alors que si on veut contrebalancer le PIB, eh ben, il faut je dirais une grosse donnée qui aille dans un autre sens. Donc là, on ne savait pas très bien quoi faire de ça. Et de toute façon, le gouvernement a décidé de ne pas sortir le rapport chaque année. Je passe à mon troisième point. Quels indicateurs au service de la reconversion écologique? Alors nous, ce que nous proposons avec mes collègues, c'est assez grossier, hein, mais il faut bien avancer, c'est d'enserrer en quelque sorte le produit intérieur brut dans deux gros indicateurs alternatifs, l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale. L'empreinte carbone, c'est très pratique parce qu'elle se calcule pour tout le monde, elle se calcule pour le monde entier, pour la France, pour les régions, les entreprises, les individus. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et puis surtout, on peut la transformer en objectif à atteindre et puis on peut suivre les résultats. Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas? Vous devez connaître, je reviens en arrière, voilà, vous connaissez tout ça et vous savez aussi hein, que l'empreinte carbone, elle est plus intéressante que les émissions nationales puisqu'elle regarde toutes les émissions importées avec nos produits. Et puis donc pour les entreprises, vous devez connaître ça très bien aussi, le calcul de l'empreinte carbone pour une entreprise qui peut prendre diverses formes, hein, puisque on peut rester au scope 1, les émissions directes, et 2, indirectes, mais aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire regarder l'empreinte carbone, enfin intégrer l'empreinte carbone des fournisseurs, du mode de transport des salariés, etc. etc. Ça, je vous ai mis ça, j'ai eu peur que ça vous fasse de la peine. Alors j'ai trouvé ça non mais j'ai trouvé ça, je connaissais pas. Alors en fait c'est quelque chose qui est réalisé donc par un institut qui s'appelle Carbo et en fait qui interroge les personnes et il interroge un certain nombre de personnes qui racontent ce qu'elles ont fait, quels ont été leurs comportements.